Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces fameuses mémoires émotionnelles ou plus communément appelées mémoires. Eh bien, je réponds à la demande de pas mal d'entre vous et je fais cette vidéo avec plaisir. Sachez que nous sommes sur une vidéo santé bien-être, donc je ne vous donnerai pas autant de détails au niveau spirituel que sur les messages de lumière, car ces vidéos sont des vidéos grand public. Eh bien, effectivement, les empreintes émotionnelles ou mémoires peuvent complètement paralyser certains domaines de notre vie et nous déclencher des pathologies à des âges clés, dans des situations clés. Et je comprends tout à fait que vous ayez eu envie que je vous en parle. Donc, dans cette vidéo, non seulement je vais vous parler des fameuses mémoires de la présente existence, mais aussi un peu plus loin, transgénérationnelles et autres. Et je vais vous dire comment on peut traiter les mémoires émotionnelles. Parce que maintenant, eh bien, c'est un domaine qui pour nous est connu, en fait, cette histoire de mémoire émotionnelle, d'empreintes qui nous viennent du passé. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Tacaz, docteur en naturopathie, pratiquante de thérapie brève, hypnose, sophrologie, décodage biologique, maître praticienne en PNL et coach certifié. Eh bien, après plus de 30 ans de pratique, j'en suis venue à la rencontre avec les mémoires qui, il est vrai, sont à la base de tous nos troubles, en fait. Il y a forcément eu une empreinte émotionnelle à un moment ou à un autre qui a déclenché ce que nous vivons de sensible intérieurement aujourd'hui. Imaginez que nous avons une base de données profonde, intérieure, sensible, comme du sable, dans lequel on va vont s'inscrire en fait les différents événements émotionnels. Alors, tout comme dans le sable, certaines inscriptions peuvent être plus profondes et d'autres plus superficielles. Les inscriptions superficielles, eh bien, il suffit d'une bonne vague pour les effacer, alors que les inscriptions plus profondes demanderont plus de vigilance et plus de vagues pour être effacées. Mais dans tous les cas, avec un praticien compétent, il est possible de les effacer à condition qu'il n'y ait pas de verrouillant suffisamment puissant pour protéger ces espaces et nous empêcher l'accès à ces espaces ou nous le limiter. Eh bien, comment savoir s'il s'agit d'une mémoire ou pas? Tout d'abord, je vais vous parler de mon cas personnel après, je vous exposerai des cas de patients. Ben, comme ça m'évite de parler des autres. Euh, je me retrouve, il y a une dizaine d'années, dans une situation où je vais faire de la plongée. Je n'avais jamais fait de plongée de ma vie. Et on était dans les Caraïbes où on est supposé avoir des fonds marins magnifiques. Et un ami avait une école de plongée, donc il nous invite à aller plonger. Et puis, on nous raconte à quel point c'est beau et tout ça et tout ça. Donc, je me réjouis absolument d'aller plonger. Je suis plutôt une bonne nageuse, oui. Donc, en compétition, j'ai jamais rien fait d'extraordinaire, mais j'ai quand même le brevet de sauveteur de la SSS, sauveteur aquatique en Suisse. Donc, ce qui dit que je peux faire 25 mètres sous l'eau. Je peux aller chercher des assiettes, 5 assiettes à 3 mètres. Je peux faire 4 nages dans un certain délai, sauter du plongeon à 3 mètres, un truc comme ça. Bon, bref. Donc, pour vous dire que j'aime l'eau, je suis dans mon élément. Enfin, dans un de mes éléments. Voilà. Et nous partons sur ce zodiaque, il fait beau, je suis super contente. J'ai déjà revêtu la tenue de circonstance et tout ça. Et vraiment, je suis très joyeuse. Et le bateau s'arrête et puis
on met les palmes et c'est le moment de basculer dans l'eau. Il m'explique comment basculer et tout. Moi, je vous dis, parfois, il m'est arrivé de plonger, de rochers ou de choses comme ça et c'était pas mon truc, la peur. Donc, et là, au moment où on va pour plonger, en fait, pour aller au fond, finalement, tout d'un coup, je me paralyse et je me mets à trembler comme ça, en fait. Et j'ai la nausée. Je suis complètement paralysée, tremblante avec la nausée. Et ben, mon compagnon savait que j'avais pas du tout peur de l'eau, que j'étais plutôt une pas trop mauvaise nageuse. Et il me regarde et les gars aussi avec qui on était, qui me connaissaient, me regardent et ils en reviennent pas. Et moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis désemparée. Je suis incapable de bouger, hein. Je me mets vraiment à trembler comme ça, incapable de bouger. Bon, alors face à ça, ben, on me ramène parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Sur le bateau, je me mets à avoir froid, à trembler. Moi qui suis jamais malade, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Absolument pas. Et puis, donc après, on revient à notre point d'embarcation, on me sort de l'eau, enfin on me sort du bateau, je m'assieds, je respire. Et puis, du coup, mon compagnon me ramène à la maison. Et puis là, ben, je m'allonge un peu, je bois quelque chose de chaud. Et, et en fait, je dors. J'ai une décharge émotionnelle épouvantable. Je m'endors. Et quand je me réveille, je retrouve mes esprits et j'ai retrouvé ma clarté. Je tremble plus, mais je suis fatiguée, hein, je suis affectée, je suis fatiguée. Et je me souviens que, euh, en fait, quand j'étais petite, parce que je réalise, vous voyez, moi, je suis formée à ça. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est forcément une mémoire, c'est pas possible ce truc-là. Il n'y a rien qui s'est passé. C'était magnifique, la mer était calme, le ciel était d'un bleu de cinéma, c'est pas possible. J'étais en confiance, les gars sont des pros. Hmm, pas possible. Et du coup, je me rappelle que quand j'étais petite, eh bien, on m'a poussée dans l'eau. J'avais complètement oublié, complètement oublié. Mais comme déjà, il y a une dizaine d'années, je pratiquais la méditation et je me mets dans cette espèce d'état second où on va chercher les informations et ça me revient. En fait, quand j'étais petite, on m'a poussée dans une piscine à 3,50 m. J'étais toute petite, j'avais peut-être 5 ans. Et quelqu'un a eu la mauvaise idée de me pousser, un adulte en plus. Enfin, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce qu'en plus, c'était quelqu'un de ma famille. Et ben, moi, je me suis retrouvée au fond. Mais en fait, j'ai pas eu le réflexe de nager, je savais pas nager. Donc, je me suis mise à marcher là au fond. Et tout d'un coup, j'ai vu apparaître là. Il n'a pas sauté, le maître nageur, il m'a mis juste devant moi la perche. Donc, et j'ai eu le réflexe de m'accrocher à cette perche. Et je suis remontée. Et là, ben, effectivement, j'avais eu une sacrée trouille, comme on pourrait dire, vous voyez? Donc, ça, c'était une mémoire, en fait. Donc, pour ceux qui s'arrêtent qui ne croient pas aux vies passées, on s'arrête là. Donc, cette mémoire, en fait, au moment de plonger, cette peur, panique que j'ai eue petite, quand j'ai failli me noyer et qu'on a dû me mettre la perche pour me faire remonter, eh bien, elle est revenue. Et du coup, je ne pouvais pas aller au fond. Si vous voulez, mon organisme a fait un mécanisme, il a créé un mécanisme de défense qui m'interdisait d'aller au fond parce que j'avais inscrit super dangereux, tu risques d'y passer. Vous voyez? Donc, en fait, tout est juste. Toutes nos réactions émotionnelles et nos maladies et nos ci et nos ça, ce sont simplement des signaux que le corps nous met pour nous protéger de pire. Et c'est toujours vrai, en fait. Et pour ceux qui vont un peu plus loin, les autres m'écoutaient plus. Donc, en fait, moi, en hypnose, en auto-hypnose régressive,
Je sais faire ça parce que je l'ai fait des centaines de fois aux autres et que je pratique vraiment la méditation profonde. J'arrive à me connecter, à faire des choses un petit peu spéciales. Donc, me voilà partie pour aller voir parce que je me suis dit pour ce mémoire soit aussi forte, sans doute que ça vient de plus loin. Je fais la même chose avec mes patients. Donc, on va dans la vie présente, je retrouve une mémoire. Mais souvent, c'est une piqûre de rappel pour qu'on aille effacer un gros truc. Et donc, moi, je voulais aller voir si vraiment, là, c'est bon, ça va pas je vais pas être à nouveau face à un stress pareil, quoi. Et du coup, je remonte. Et qu'est-ce que je vois? Je me vois une petite fille, vraiment petite fille, peut-être 5 6 ans, pareil que dans cette présente existence. Et en fait, j'étais sur un bateau, sur un voilier, un assez gros voilier. Et il me semble que j'étais toute seule avec mon père. Je suis à peu près sûre, en fait, que j'étais toute seule avec mon père. Je ne sais pas si le voilier il était vraiment grand, vous voyez, parce que moi, j'étais petite. Donc, tout est relatif. Et en fait, c'est lointain, c'est pas du tout dans cette ville-là. Je vous parle de, je sais pas en quel siècle, hein, parce qu'un voilier sur la mer, je sais pas, hein. Mais, euh, mais c'était ancien, c'est pas du tout ces voiliers qu'on a maintenant. Et du coup, en fait, la voile, elle a fait comme ça. Mon père n'était pas l'homme le plus vigilant du monde. Et moi, je me baladais là-dessus, sur le pont, comme une petite fille innocente, si vous voulez. Et je me suis mis là où il fallait pas. La voile, elle a fait comme ça, vous voyez. Elle a tourné sur le mât et elle m'a emportée, en fait. La voile, elle m'a balancée à l'eau. Et je me vois qui essaye de surnager comme ça, je me sens comme ça, et mon père qui hurle, qui hurle, qui hurle. Et le bateau, il y avait énormément de vent. Donc le bateau, il est parti très vite, et moi très vite, je me suis noyée. Mais j'ai eu très peur, je me suis vraiment débattue, débattue, débattue. Et finalement, voilà, c'était la fin. Et en fait, c'était ça la mémoire de base. Voyez? Voilà. Donc, c'est exactement le type de mémoire que nous portons. Et donc, je vous ai parlé de la présente existence. Euh, je peux vous donner un autre exemple, si vous voulez, pour moi, de cette présente existence. Après, je vous parlerai des patients. Je me retrouve enfermée dans le noir. C'est moi-même qui souhaite aller faire une retraite dans le noir. Je jeûne, j'ai fait Vipassana plusieurs fois. Bon, donc en fait, je voulais aller encore plus loin et voir ce que ça donnait quand on est enfermé 10 jours dans le noir total. Voilà, c'est un gros challenge, mais moi, j'ai confiance en moi. Et en plus, comme je vois un petit peu plus que ce qui est normal, en fait, j'ai tendance à voir un peu dans le noir. D'ailleurs, ma maman se mettait toujours en colère après moi quand j'étais petite. Elle me disait, mais quand tu vas aux toilettes, allume la lumière. Allume la lumière. Mais non, moi, j'ai aucun problème à circuler dans le noir. Donc, voilà, j'ai des perceptions peut-être un peu chat, je sais pas. Enfin bref. Et donc, moi, je vais à cette retraite dans le noir, mais vraiment confiante parce que moi, j'ai pas peur du noir. Et en plus, grâce à mes capacités, je vois un peu dans le noir. Les objets ont des empreintes énergétiques et moi, je les vois un peu, ces empreintes. Donc, j'avais pas du tout peur d'aller dans cet espace noir, mais pas du tout. Et je vous parle pas d'un espace chez un monsieur qui a mis du scotch sur ses fenêtres et tout ça. Non, je vous parle d'un lieu, le Tao Garden en Thaïlande, pour ne pas le nommer, qui est spécialement conçu pour les retraites de 10 jours dans le noir total. Mais ce sont des retraites où il y a 60 personnes, 70 parfois. C'est vraiment immense le bâtiment. Et nous, on est dans nos chambres. Il faut arriver à se rendre à la salle centrale où se passent ces activités et à se mettre sur son matelas. Parce que bien sûr, on ne peut pas faire plus, on va se rentrer les uns dans les autres. Et on a quand même le droit de boire. Donc, on a 2 fois par jour un petit demi-litre de jus. Puis on a de l'eau à volonté. Donc, pour moi qui suis habituée à jeûner,
Là non plus, il n'y avait aucun problème. Ça, enfin, moi, le maximum que j'ai jeûné, c'est 10 jours. Donc, 5 jours secs et 5 jours hydriques tout à la suite. Donc, si vous voulez, 10 jours pour moi avec de l'eau et du jus, vraiment, je n'avais aucune crainte avec ça, quoi. Ouais. J'arrive là-bas, premier jour, j'étais contente, j'étais dans une chambre double. On avait un mur de séparation avec l'autre personne. Une très gentille personne d'Amérique du Sud et vraiment, voilà. Donc, évidemment, interdiction de communiquer, de parler, se voir, ben, c'est juste, de toute façon, râpé. Et puis, donc, interdiction totale d'allumer la lumière. Bien sûr, on avait donné nos portables à l'arrivée. Euh, enfin, voilà, le noir absolu. Donc, vient le soir, on éteint tout. Et donc, on fait notre première séance. Moi, j'étais totalement confiante. Je vais me coucher. Je me douche dans le noir absolu, donc vous savez, comme ça quand même, hein. Et le matin, les amis, c'est presque un petit hangar. Vous voyez, c'était vraiment grand le truc. C'est pas ces maisons. Je l'ai fait après. Aller me faire mettre dans le noir 4 jours parce que je voulais vérifier ce qui se passait avec la mémoire. Donc, me faire enfermer 4 jours dans le noir total, dans une maison avec 10, 15 participants, peut-être 15, 20. C'est rien, parce que la maison elle est petite, on a les murs, on n'est pas perdu. Là, c'est un hall, on est complètement perdu dans l'espace. Et quand on est dans le noir total, dans un grand espace, en fait, on perd toute sensation de... C'est assez dingue, hein. Et moi, tout d'un coup, panique. Panique totale, en fait. Mais totale. J'étais là au milieu. J'étais complètement paniquée. Donc, j'ai rien dit, évidemment, parce que je pratique le yoga depuis 35 ans. Donc, j'ai quand même gardé ma panique à l'intérieur. Vous voyez, j'ai pas fait le bazar pour ces pauvres gens. Et comme je suis formée en EFT, j'ai tout de suite euh, commencé à... J'ai immédiatement eu le réflexe vous voyez, de tapoter, quoi, chut, pour faire baisser la pression. Donc, en fait, bien sûr, le FT ayant l'efficacité qu'on lui connaît, mon état de panique est vraiment redescendu. Vous voyez? Donc, après, j'ai pu retrouver ma chambre. Et après, eh bien, j'ai vraiment fait de l'EFT pour calmer cet effet-là. Et j'avais que ça à faire, j'étais enfermée dans le noir, donc voilà. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas peur du noir? T'es toute contente d'être là? En plus, ils t'amènent des jus tout prêts, tout faits 2 fois par jour. T'as de l'eau autant que t'en veux. Enfin, c'est juste la belle vie, quoi. T'as juste à méditer, on ne demande pas plus. Et puis, je vous dis, je suis une pratiquante de Vipassana, enfin, habituée. Donc, j'ai dit, là, les gars, il y a quelque chose qui colle pas. Et donc, c'est pareil, je me suis mis en état profond de méditation et je suis allée chercher ce qui s'était passé en moi. Et je me suis rappelé, j'avais complètement, mais complètement oublié, que quand j'étais petite, j'ai été perdue. Je crois que j'avais dans les 7 ans. J'étais perdue, perdue de perdue, toute seule, dans un endroit où je pouvais pas me débrouiller toute seule. En fait, le truc, c'est que mes parents m'avaient laissé là avec des gens et ces gens étaient responsables de moi. Mais en fait, ces gens et mes parents, ils ont mal communiqué, en fait. Les gens m'ont laissé là pour attendre mes parents et mes parents étaient supposés venir une semaine plus tard. Mais ils se sont pas compris. Donc, en fait, moi, j'étais là en train d'attendre mes parents. Et bah, évidemment, mes parents, ils venaient pas parce qu'ils croyaient qu'il fallait venir me chercher seulement dans une semaine. Et les gens qui m'avaient laissé là pour attendre mes parents, eh bien, ils étaient persuadés que mes parents allaient venir me chercher. Et en fait, je me suis retrouvée là, j'étais toute seule et je suis passée par tous les états par lesquels un enfant peut passer quand il se retrouve tout seul comme ça, au milieu de rien. Et chacun était persuadé que j'étais en sécurité, que l'autre allait me trouver.
Et ça a duré vraiment. Et finalement, avant que ça se tourne au tragique pour moi, heureusement, j'ai pu communiquer avec quelqu'un. Il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque. Et j'ai dit, je suis perdue, je suis perdue. Et la personne, elle me croyait pas. Et enfin, ça a été encore toute une histoire. Elle comprenait pas, moi, qu'est-ce que je faisais là, toute seule. Et après, ben, bien sûr, on a appelé mes parents, ils sont venus tout de suite, et puis ça fait tout un pataquès avec l'autre personne, enfin bref. Mais moi, j'ai vécu, le fait, je suis perdue, c'est foutu pour moi. J'ai vraiment eu un trauma, vous voyez? Et moi, consciemment, je ne m'en rappelais même plus. Ça avait été complètement effacé. Mais quand je me suis retrouvée, ben, toute seule, enfin, c'est l'impression qu'on a, dans le noir, dans cet espace immense, j'ai ressenti la sensation de perdu. Et ça a déclenché en moi un réflexe de panique, c'était, vas-y, remets-toi en zone de sécurité, remets-toi en zone de sécurité. Tu es en danger de mort. Et en fait, j'ai vécu un danger de mort dans un endroit où tout était sécurisé. Voilà. Donc ça, ce sont mes expériences à moi et par rapport à la présente existence. Mais je vais vous parler des patients. Donc ça veut dire que en fait, lorsqu'on a un traumatisme, même à 1 an, j'en ai trouvé qui ont eu des traumatismes à la naissance. Euh, en fait, les lumières très violentes, il fait très froid. Ceux qui ont été en couveuse, c'est pas mal non plus. Ils se sentent arrachés à leur maman. Ils sont complètement perdus dans la couveuse. Tout ça, c'est complètement effacé de notre mémoire consciente. Vous voyez? Il y a déjà tellement de choses dans notre base de données consciente que ces choses-là, elles ont été mises en arrière-plan. Et la nature est bien faite, parce que si on portait tout ça en nous, la vie serait épouvantable. Vous voyez? Donc, comme la vie est bien faite, certains diraient Dieu est grand, eh bien, on ne porte plus tout ça. On peut vivre dans le présent. Mais dans notre base de données émotionnelle, ça reste imprimé. Ça reste imprimé. Je me rappelle d'un patient, c'est un grand costaud, et il me dit, et il vient me voir, on fait de la fameuse thérapie brève, donc, et il me dit, ben moi, je supporte pas d'être enfermée, je supporte pas. Et c'était même plus que physique en fait. Dès qu'il y avait une situation enfermante, il était en panique. Mais c'est un homme, quel âge il a? Dans les 35. Donc c'est un homme adulte. Combien il mesure? Je dirais un bon 1,90 m facile. Je crois qu'il mesure 1,92 m en vrai. 1,92 m, il est très costaud. Enfin, c'est pas du tout une petite nature où, voilà, il fait du camping sauvage. Enfin, il est bien dans sa peau, cet homme. Et il me dit, je ne supporte pas d'être enfermé. C'est presque phobique. Ah bon? D'accord. Euh, je vais faire une parenthèse ici pour mes collègues de PNL parce que je sais que j'ai pas mal de collègues de PNL qui m'écoutent, qui suivent mes vidéos. Bon, alors vous allez me dire, Flo, pourquoi tu n'as pas fait une désactivation d'encre? Je vous explique pour tous. Il y a un protocole de PNL qui est magique, qui s'appelle justement désactivation d'encre et qui nous permet en une demi-heure ou trois quarts d'heure de régler à peu près toutes les phobies. Voilà. Parce qu'on fait bugger le cerveau et ciao, cette phobie disparaît. Voilà. Alors, pour mes collègues PNL, une parenthèse, je le fais pour les enfants et pour les gens qui sont complètement dans leur mental. Parce que les enfants et les gens qui sont complètement dans leur mental ne me permettent pas l'accès à des bases de données plus subtiles. Et je dois faire mon possible pour les aider à guérir rapidement parce que c'est vraiment quelque chose de limitant, de stressant, de malaisant. Donc,
je fais comme ça. Mais pour les autres, non. Sauf si la personne vient, elle sait que je suis maître Pratt en PNL, elle veut faire de la PNL, c'est ça qu'elle attend de moi, je le fais. Si c'est une personne qui me donne le choix, je lui propose ou pas. Parfois, je ne propose pas parce que je connais l'orientation de la personne, je sais qu'elle est en développement spirituel et qu'elle veut aller à la racine et travailler à ce niveau de profondeur. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais aller rechercher là, qu'est-ce qui est à la base de ce traumatisme. À chaque fois qu'il est enfermé, il se sent mal. Donc, la phrase à chaque fois en PNL égale le protocole des activations d'encre. C'est pour ça que je le dis pour mes collègues. Eh bien, on va chercher la mémoire. Et là, eh bien, bon, on a des méthodes, hein. Les gens qui travaillent sur les mémoires, on sait faire. Donc, moi, j'utilise une ligne de temps et j'aide la personne à se repérer. Je la mets en hypnose douce et nous voilà partis à la recherche sur la ligne de temps de la mémoire. Donc, j'arrive jusqu'à la naissance, rien. J'arrive à la conception parce que la ligne de temps, on la prolonge jusqu'à la conception. Et moi, j'ai des lignes de temps ouvertes avec un côté vie passée, un côté transgénérationnel. Donc, je peux aller dans ces deux espaces. Voilà. Euh, Parce que j'estime que si quelque chose a été réactivé dans cette vie, vu dans quel contexte nous sommes, au niveau spirituel, énergétique, c'est peut-être qu'il y a une mémoire d'ancêtre à libérer ou peut-être une mémoire karmique. Donc, allons-y. Et si c'est un ancêtre, c'est important qu'on aille l'aider. Donc, si je fais un protocole de PNL, eh bien, l'ancêtre, il pourra se brosser. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste dans sa souffrance. C'est pour ça, surtout, que je vais dans les espaces sacrés. J'ai appelé ces espaces les espaces sacrés. Donc, là, c'est simple. Ce que je vais vous dire, c'est accessible à tous. Euh, donc, il a deux choses, en fait, un peu phobiques, mais je vous parle que d'une. Mais les deux se sont passés dans le même espace. Donc, dès qu'il est enfermé, ça a pu, hein, il est paniqué. OK. Et donc, on remonte sur la ligne de conception, c'est-à-dire la partie entre la naissance et la conception. Et là, il se sent dans le ventre de sa mère, complètement coincé, étouffé, c'est l'horreur pour lui, en fait. Parce que vous voyez, comme c'est un grand gabarit, en fait, il est serré dans le ventre de sa maman, qui, elle, est plutôt un petit gabarit, justement. C'est le papa qui était moitié allemand, moitié américain, et son papa, c'est un grand balèze. Pardonnez la trivialité. Donc, en fait, il a vécu un enfer, ce bébé dans le ventre de la maman. Vous voyez? Et, eh bien, à chaque fois qu'il est enfermé, il revit ce moment infernal qu'il a passé. Je me souviens plus, hein, pour être honnête, si c'est un mois ou 2 mois. Enfin, ça a été l'enfer pour lui. Ce qu'il me raconte comme bébé dans le ventre de la maman, c'est terrible, c'est infernal. Et la maman se plaint parce qu'il donne des coups de pied, il bouge, enfin, un truc comme ça. Et du coup, eh bien, on a travaillé là-dessus. On est retourné dans cet espace. Moi, j'ai créé mes propres protocoles, en fait, à partir des protocoles connus et à partir de mon intuition et de mon expérience. Donc, je vais dans cet espace, il recontacte le bébé, il apporte une ressource au bébé, ce dont le bébé aurait eu besoin à ce moment. Lorsque le bébé est guéri, en fait, c'est comme s'il y avait une partie d'âme de cet homme qui était restée bloquée dans cet espace-temps. Et c'est toujours comme ça, en fait. Quand il y a eu un trauma, il y a une partie d'âme qui reste blessée. C'est pas un petit trauma, je me suis coupé le doigt, hein.
C'est des vrais traumatismes où la vie est en jeu. On a l'impression qu'on va mourir. Ce sont ça les mémoires. En général, enfin, souvent, les grosses mémoires, c'est des morts, hein. Voilà. Donc, en fait, on lui apporte une ressource, on lui rapporte ce qu'il aurait voulu vivre et il est heureux. On va rechercher cette partie d'âme, on l'accueille en soi et avec un protocole que j'ai mis en place, on la fait regrandir et réimprimer tout le corps. À partir de là, on réintègre cette partie d'âme, cette énergie. C'est absolument magique parce que la personne a l'impression d'être plus complète. C'est beau. Quand je vois les visages des gens, c'est vraiment beau à la fin de la séance. Vraiment, j'aime beaucoup mon métier. Même si parfois je vais dans des espaces où, ouf. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je fais aussi pas mal de coaching parce que je veux dire, c'est beaucoup plus léger pour moi, hein. Parce que j'ai les beaux moments où on fait monter les ancêtres, où je vois la personne rayonnante ou guérie, mais j'ai tout le passage avec elle dans la mémoire, hein. Et je peux vous dire que j'ai vu des choses, j'aurais jamais pensé que les êtres humains puissent faire preuve d'autant de cruauté. Enfin bref. Et du coup, on ramène ça au présent. Mhm. Et ensuite, on repart pour reprendre la dernière situation. La personne la revoit et elle est comme guérie. Et après, on fait ce qu'on appelle, je dis pour les collègues, un pont sur le futur et elle le vit dans la paix totale. C'est vraiment impressionnant. Vous, mes amis, qui avez eu des expériences de libération de mémoire karmique de la présente existence ou transgénérationnelle, s'il vous plaît, témoignez, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance. Que vous l'ayez fait avec un protocole de reprogrammation cellulaire, de décodage biologique, d'hypnose régressive, moi je prends tout. Et d'ailleurs, ce sont des domaines que j'ai tous étudiés pour en arriver à ces protocoles que j'ai maintenant. Donc, mettez-le, s'il vous plaît, dans les commentaires. Racontez-nous ça et racontez-nous votre guérison intérieure ou peut-être physique. Voilà. Donc, ça, c'est une mémoire que j'ai retrouvée dans la présente existence. Vous avez compris maintenant, mes amis, ce que c'est qu'une mémoire? C'est une empreinte émotionnelle d'une violence telle que si on avait écrit dans le sable, ce serait vraiment quand même écrit profond. J'ai eu l'impression que j'allais mourir. Et dans certains cas, je suis mort. Parce que il y a aussi des mémoires qui viennent de plus loin que la conception. Qu'on croie à ça, aux vies passées ou pas, ben, c'est pareil en fait. Parce qu'on est en hypnose légère et tout le monde va savoir chercher la mémoire là où elle est. C'est spectaculaire. Bon, on peut avoir le verrouillant, qu'on appelle verrouillant thalamus en décodage biologique, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement dans leur tête. Là, on n'a accès à rien. Donc, il va falloir déjà faire un travail pour remettre la personne dans son corps, hein. Qui sont les personnes qui sont dans leur tête? Ce sont les anciens hypersensibles. Donc, en fait, ils veulent plus rien sentir. Donc, comment dirais-je, ils se réfugient dans leur tête pour pas savoir ce qui se passe en profondeur, parce qu'ils sont trop sensibles, ça ferait trop mal. Voyez? C'est comme les gens, donc les hypermentaux, c'est ça, et les gens qui sont complètement froids, déconnectés de leurs émotions, d'une froideur incroyable, c'est également, dans 99% des cas, la même chose. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont tellement sensibles, elles ont vécu quelque chose de très difficile quand elles étaient toutes petites, et du coup, là, elles ont pris la décision de ne plus jamais écouter leurs émotions. Donc, elles se sont coupées du positif comme du négatif. C'est dur, ça. C'est dur. Et ouais. Après, les gens, ils parlent de ouvrir mon cœur. Bon, d'accord. Mais c'est surtout se reconnecter à soi-même, à ce que l'on est dans son intégralité. Voyez, redescendre dans sa propre profondeur et oser affronter les démons qui s'y trouvent. Enfin, je dis démons, si vous voulez, au sens figuré. Ça peut être propre aussi, hein, chez certains, mais voilà. Donc voilà.
Alors, je vous donne maintenant un exemple de, de boulimie. Alors, j'ai une patiente qui vient me voir, une, euh, une femme d'une cinquantaine d'années, jolie, agréable, voilà. Et j'aurais jamais pensé qu'elle avait le problème de boulimie, vu que elle est plutôt mince, elle fait du sport, elle a de la volonté. Donc, voilà. Et elle me dit, à certains moments, j'ai des pulsions telles que je peux pas m'empêcher de manger. En fait, après, elle se faisait vomir. C'est pour ça que du coup, voilà. Donc, elle me dit, je ne peux pas m'empêcher. C'est terrible. Alors, j'ai fait me raconter, dernière fois, pour avoir un ancrage, pour savoir d'où je pars. Eh bien, je suis en train de me promener avec mes collègues. Donc, et là, tout d'un coup, elle est avec des enfants. Tout d'un coup, je sens une envie de manger, mais de manger, tu sais. Et si je ne mange pas, je me mets à avoir chaud, à trembler, et je suis en hypoglycémie. En fait, je suis en hypoglycémie, il faut que je mange, il faut que je mange. Donc, j'ai toujours quelque chose sur moi parce que je suis en hypoglycémie. Pas bien? Enfin, très bien. Façon de parler, n'est-ce pas? OK. Alors, moi, je fais mon travail, j'applique mon protocole et je vous fais pas tout le détail, ça serait dans les formations de thérapeute. Euh, En fait, sur toute la ligne de temps, je ne trouve rien. Sur la ligne de conception, je ne trouve rien. Donc, je pars du présupposé de la PNL. Toutes les solutions sont dans la personne. Je la laisse chercher, je sais qu'elle sait. En fait. À un certain niveau, elle sait. Donc, ma ligne se divise en deux et je la guide avec mon protocole. Elle va elle-même sur une des deux lignes parce que moi, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Je ne donne aucune information au patient parce que ça passerait par mes filtres et par mon vécu. C'est le patient qui va lui-même chercher les informations. Et à cet égard, j'ai un petit peu trop entendu les gens qui me disaient, oui, telle personne en kinésiologie ou en ci ou en ça, elle m'a dit dans une vie passée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je ne prends pas. Je ne prends pas. Parce que c'est passé par le fil de la personne, j'ai vu dans vraiment beaucoup de cas, c'est faux. Donc, moi, je ne prends que les informations du patient lui-même avec sa base de données à lui. Le reste, je ne prends pas. Donc, en fait, y compris mes propres perceptions. Je ne suggère pas, je ne prends pas, je la laisse faire et j'ai des méthodes de vérification. Donc, voilà. Eh bien, cette dame, elle va trouver son espace là où la mémoire se trouve, la première mémoire. Donc, on rentre dans une première. Je sais que c'est pas ça. Je la fais aller plus loin. Intuitivement, et puis je calibre et je vois que c'est pas ça. Donc, je vais plus loin. Et là, en fait, eh ben, c'était la mémoire, elle était là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas à quel siècle c'était, mais il y a un certain nombre de siècles. Son père part à la guerre parce que le temps n'existe pas dans les dimensions émotionnelles. Ça peut être de la vie passée, comme ça peut être 600 ans après Jésus-Christ. Hein, tout est possible. Le temps n'existe pas dans cette base de données-là. Donc, euh, eh bien, elle se voit. euh, non, je vous fais depuis le début. Elle est un petit garçon qui vit avec ses deux parents, son père et sa mère. Donc, son père part à la guerre. Elle, c'est un petit garçon qui est vraiment jeune. En fait, peut-être 3 ans, on va dire comme ça. 3, 4 ans, au grand maximum. Son père, vous savez qu'à cette époque, il y avait sans arrêt ils étaient toujours en train de guerroyer. Donc, son père est appelé à la guerre et il part à la guerre. Et vous savez qu'à l'époque, une famille sans le père, il y avait de grandes chances qu'elle meure, en fait. Donc, parce que il y avait des voleurs, il y avait les, enfin,
le père jouait vraiment le rôle de défense du territoire. Voilà. Et la mère était vraiment responsable de l'intérieur du territoire. Je donne ce petite parenthèse pour les gens qui font du décodage biologique et qui savent que les hémisphères cérébraux sont inversés chez les hommes et les femmes. Et voilà. Donc, d'un point de vue du décodage biologique, bien sûr. C'est pour ça que je fais cette parenthèse, parce que chez les hommes, on trouve dans les fonctions premières la protection de l'extérieur du territoire, et les femmes, c'est l'intérieur du territoire. La parenthèse est terminée. Donc, le père part et la maman se retrouve toute seule avec son fils. Donc, elle n'a pas de moyen de survie. Et pour survivre, en fait, elle est une infirmière ou quelque chose comme ça. Et donc, pour avoir les moyens de survivre à deux, eh bien, elle va se mettre à faire des avortements illégaux. Donc, bah oui, évidemment, à l'époque, c'était illégal, hein. Donc, elle avorte, en fait. Elle avorte les femmes. Donc, elle tue les bébés dans le ventre, si vous voulez, hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si elles utilisaient des aiguilles à tricoter ou quoi, je n'en sais rien et ça ne m'intéresse pas. Je m'évite ce genre de détails quand je suis dans une remontée de vie passée. Donc, en fait, hein, la maman, un jour, elle est dénoncée et il y a les soldats qui viennent la chercher. Et le petit, qui a 3 4 ans, ma patiente, eh bien, il voit ces soldats qui arrivent, lui, il est petit, il se cache, en fait, et il le trouve pas. Donc, et puis lui, il part de la maison et il se met à courir. Il est horrifié par ces soldats. Il se met à courir, 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 courir dans la campagne et il se pose où il peut. Il va se cacher. Les soldats emmènent la maman et à l'époque, ils faisaient pas tellement de détails. La maman est tuée. Donc en fait, ce petit, il se retrouve tout seul, sans papa, sans maman, complètement incapable de survivre. Donc, en fait, il passe par une fin horrible, horrible, et persuadé qu'il va mourir, en fait. Il vit jour après jour un immense désespoir et la peur de la mort. Donc, associé à la nourriture. J'ai pas de nourriture, je vais mourir. Et, eh bien, cette dame portait elle-même cette mémoire. Le petit, je vous fais la happy end, le petit, lui, finalement, il est une petite crevette et finalement, il est récupéré, il est retrouvé presque mort par une famille qui le nourrit, qui l'adopte et qui l'élève comme l'enfant de la famille. Donc, pour elle, ça s'est bien terminé. Mais cet enfant est passé à un cheveu de la mort. Donc ça laisse une empreinte énorme. Et donc, on retrouve la mémoire et j'applique le protocole adapté de réparation, de réintégration d'âme et tout ce qui va avec, tout ce qui va autour. Et là, eh bien, la réparation est effective dans l'instant même. Et à partir de cette séance, eh bien, il y a eu réparation. Je sais que tu écoutes mes vidéos. Donc, la personne qui a vécu cette réparation, je ne sais pas hein, si tu veux te dévoiler, c'est très personnel quand même, je comprends, hein, surtout avec ton métier. Mais si tu veux le mettre, eh bien merci, parce que c'est vraiment intéressant, hein. Et du coup, elle n'a plus jamais souffert de boulimie. Vous voyez? Parce qu'on a été apporter une ressource, guérir cette partie d'âme, ramener cette partie d'âme, et il y a eu une guérison. C'est absolument spectaculaire. Comme je sais que vous aimez les histoires, et puisque cette vidéo est sur les mémoires, vous m'avez demandé, ben je vais vous donner un autre exemple d'une dame qui était en surpoids. La dame, elle vient me voir pour faire du coaching, life coaching, on appelle ça, coaching de vie, pour que je l'aide à faire, à régler sa vie, pour que elle puisse mincir, en fait. Si vous voulez du coaching mincir, pour le faire en simple. Ok, d'accord, très bien. Et comme je suis aussi thérapeute et que j'ai plus de 30 ans d'expérience,
je comprends tout de suite que c'est pas la peine que je continue avec le coaching. Il y a vraiment une pathologie là derrière, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est pas la peine qu'elle dépense ses sous avec je ne sais pas combien de séances de coaching mincir, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Ou si ça marche, ça sera pas durable. Parce que le vrai problème derrière n'a pas été réglé. Donc, même si elle perd 10 kilos parce que j'ai une méthode super, elle va les reprendre un jour. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc, je lui dis très franchement, à mon avis, il y a quelque chose, il y a une mémoire là qui est derrière, parce que ça fait déjà 2 ou 3 séances et on n'arrive pas à perdre du poids. Il y a une vraie raison. Ce poids, il a une vraie raison. Et en fait, eh bien, voilà, elle est habituée à moi, à ma voix, donc c'est assez facile de retourner dans ces espaces en hypnose douce et euh, voilà. Et puis, eh bien, on fait la ligne de temps, ligne de conception, il n'y a rien, et elle-même, elle va dans les vies passées et elle revoit une scène comme ça. La scène vient pas forcément tout de suite, parfois c'est un son, parfois c'est une couleur, mais c'est mon métier d'accompagner les gens dans cette scène, donc je sais faire. Et du coup, eh bien, voilà ce qui se passait. Elle est dans un pays musulman. Je crois que c'était au Maghreb. Euh, Moyen-Orient, Maghreb, enfin, on va dire au Maghreb. Je crois que c'est ça. Et en fait, elle, c'est une jeune femme qui est extrêmement belle, mais elle a que 14 ans. Et à 14 ans, on la marie. Donc, on la marie et elle est mariée à un homme beaucoup plus âgé, comme ça se faisait dans le temps. Parce que les hommes plus vieux sont supposés savoir mieux prendre soin des femmes. Voilà. Donc, elle se marie et du coup, quand on revoit cet espace, moi je suis persuadée qu'elle a été traumatisée par le mariage parce qu'elle est très belle et en fait, pas du tout. Vous voyez comme quand on a des a priori sur les hommes, sur les religions et tout. Son mari est un homme vraiment bon. Et au début, elle est complètement traumatisée la nuit de noces, mais il ne la touche pas. Il la respecte. Et en fait, il lui dit que quand elle sera prête, eh bien, elle-même, elle manifestera son désir. Et donc, ça se passe extrêmement bien. Son mari est comme un père, il est respectueux et tout va bien. Seulement, ce mari a un frère qui est plus jeune et qui est fou de cette femme. Et en fait, dans leur tradition, il y a la soumission totale de la femme. Et le frère, quand le mari n'est pas là, il vient et il viole la femme, donc ma patiente là. Et il lui dit, si tu dis quelque chose, tu es morte, je te tue. Et en fait, cette jeune enfant, jeune fille, elle se fait violer régulièrement par son, comment on appelle ça, son beau-frère. Elle se fait violer régulièrement par son beau-frère. Donc, en fait, elle se rend repoussante en prenant énormément de poids. Et finalement, elle se suicide. Donc, en fait, euh, ce qu'elle a gardé comme mémoire dans la présente existence, eh bien, quand elle est mince et belle, elle me dit, en hypnose, si je suis mince et belle, je me sens en danger. Je me sens en danger. Et cette femme, vous aurez pu faire tous les régimes mincir que vous voulez, même les meilleurs, toujours son poids serait revenu. Parce que ce poids, pour elle, c'est se protéger. Elle est protégée de l'homme prédateur. Vous voyez, c'est pas mon avis, hein, c'est dans sa base de données émotionnelles. Et ça n'est pas non plus son avis dans cette vie puisqu'elle est mariée. Mais elle est vraiment en surpoids. 20 ou 30 kilos, je ne me rappelle plus. Allez, on va dire 25. Et une femme tout à fait charmante, hein.
Et en fait, aussi longtemps qu'on n'était pas allé chercher cette mémoire, elle ne pouvait pas maigrir parce que ce surpoids avait une vraie raison. Ça la rend répugnante et ça la protège. Et vous voyez que dans certains pays où il y a des mariages arrangés, ou des toutes jeunes femmes avec des hommes beaucoup plus âgés, très souvent, elles sont vraiment très fortes. Bon, voilà, on se comprend. Donc, voilà par rapport à ces mémoires. Alors, vous allez me dire, mais Flo, tu nous parles des mémoires de la présente existence karmique, mais tu n'as rien dit sur les mémoires transgénérationnelles. Ok, je vous en raconte une. Donc, une de mes patientes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu sous mes yeux. Vous voyez, quand j'ai quelqu'un qui vient et puis qui me raconte quelque chose et à la fin de la séance, il est rayonnant et je sais qu'il est guéri. Mais moi, je le vois pas. Enfin, si je vois son visage qui me dit qu'il est guéri et il est beau et ça me touche, mais je vois pas, moi, je le vois pas le truc. Donc, je vais vous raconter ça. Eh bien, une jeune femme, enfin jeune, peut-être qu'elle avait déjà 35, 38, vous voyez. Enfin, je dis jeune par rapport à ceux qui ont 15, 20, 25. Déjà, vous voyez, à 38, on est déjà vieux, hein. Donc, je sais que j'ai aussi des très jeunes sur ma chaîne, donc je modère. Alors, eh bien, elle vient me voir et puis on se connaissait déjà, hein, ailleurs d'ailleurs. Et puis elle me dit, voilà, écoute, j'ai de la rosacée et c'est énorme. Et c'est vrai qu'elle a un excellent fond de teint et ça se voit pas, quoi. Donc, bon, sa peau, on voit bien que c'est pas une peau rayonnante, on voit que c'est une peau maquillée, mais il y a beaucoup de femmes qui se maquillent maintenant, qui mettent de quelque chose qui tapisse comme ça. Bon. Donc, voilà, très bien, voilà. Et elle me raconte qu'elle souffre de rosacée, que c'est horrible, qu'elle peut pas sortir, même pas pour aller faire ses courses à la Migros. Bon, ben, on est à mon cabinet en Suisse, donc pour nous, c'est la Migros, la Coop. Et voilà, que c'est vraiment, ça la paralyse et tout, avec son compagnon et tout et tout. Bon. Alors là, eh bien, on va voir dans ces espaces comme ça, et euh, on tombe sur, là, ça va dans les espaces transgénérationnels. Et en fait, on retrouve dans les ancêtres dans ces lignées féminines. Oh, vous savez pas tout ce que j'ai vu dans les lignées féminines. C'est horrible ce qu'ont vécu les femmes ces derniers millénaires. C'est horrible. Même pas traités comme des animaux, il y en a. C'est horrible. Je vous assure que je sais pourquoi je fais du coaching, hein, pour me sortir un petit peu de tout ça, parce que c'est lourd, hein, parfois, hein. Pouah, pouah, pouah. Bon, et je vous parle pas des histoires de rituels et de gens dans la famille qui tuent et qui enterrent vivants, les tortures. Vive le coaching pour moi, hein. Oui. Bon, mais je continue la thérapie, hein, soyez tranquille. Donc, voilà. Donc, elle retourne dans une mémoire horrible. On retrouve son ancêtre, en fait, dans une mémoire horrible d'humiliation. Euh, Elle était supposée avoir trompé son mari et du coup, en place publique, on lui fait vivre les plus horribles humiliations que puisse vivre une femme. Je vous l'épargne. Et du coup, elle a une honte horrible, hein, vous voyez. Et elle meurt, hein, parce qu'à cette époque-là, elle faisait pas trop de détails. Et elle meurt dans cet état de honte, de honte, de honte. Voilà. Et donc, on fait le travail, on va apporter une ressource cette fois à l'ancêtre. Euh, et puis là, cette âme est restée autour de nous. Ce sont ces âmes qu'on appelle les âmes errantes. Ça, maintenant, tout le monde connaît cette histoire-là. Donc, en fait, ce sont les âmes errantes et cette âme était là, errante, malheureuse, perdue.
Donc, en fait, on fait ce qu'on appelle le passage d'âme, et c'est elle qui le fait, je l'accompagne, mais c'est elle qui le fait, c'est pas moi. Et donc, on apporte une réparation, l'âme est en paix, elle peut monter, et on fait le passage d'âme. Voilà. La patiente revient au présent, tout ça, elle est contente, mais quand même très bouleversée. Voilà. Et le rendez-vous thérapeutique, c'est une fois par semaine, hein. C'est pour ça que vous verrez sur mon site que j'ai des packages de 5 séances ou de 10 séances, parce qu'une seule séance, franchement, c'est pas grand-chose, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, je la revois une semaine plus tard et elle vient au cabinet, elle a les yeux tout ronds comme ça, et puis elle me dit, regarde. Moi, je vois rien, hein. Je la regarde et je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je regarde, hein. Je vois un petit peu sa rosacée. Bon. Et elle me dit, mais ma rosacée, elle a diminué de moitié. Ah bon? Mais oui, mais moi, avec son plâtrage de fond de teint, je voyais rien. Je n'avais pas vu sa rosacée. Elle me dit, c'est la première fois depuis 10 ans que j'ose sortir de chez moi sans fond de teint. Bon, ok, c'est super. Alors moi, je comprends que ça, c'est que, en fait, cet ancêtre-là portait une mémoire qui venait d'encore avant. Et elle était venue en réparation pour essayer de libérer l'autre, mais en fait, elle l'a pas fait. Donc, en fait, une mémoire qui n'a pas été libérée, eh ben, elle se reporte, pas forcément de génération en génération, mais elle se reporte. Voilà, on la porte pas tous, voyez. Donc, tout comme vous n'avez pas tous, moi, j'ai pas les yeux bleus de mon père, par exemple, mais j'ai ses cheveux noirs. Voilà. Donc, je porte pas toute la génétique de mon père, pas toute de ma mère. Je suis pas blonde comme ma mère, par exemple, vous voyez. Donc, ça se balade comme ça, les mémoires aussi. On prend pas tout, et Dieu merci, hein. Bon, donc là, euh, comment ça s'est passé? Oui, voilà. Donc, je comprends que c'est pas la mémoire de base ça vient de plus loin. Je retourne plus loin. Là, on retrouve à nouveau une humiliation parce que la rosacée, c'est un masque en fait. Et on sait en décodage biologique que j'ai eu très très honte. J'avais envie de me cacher, voyez. Et je retrouve à nouveau dans les lignées féminines une mémoire de honte énorme. Et elle finit humiliée, enfin tout ce qu'il y a de pire. Je vous épargne tout ça. Et, euh, et du coup, morte, dans une honte totale. Donc là, on retourne dans cet espace, on fait la même chose, on apporte une ressource à l'ancêtre, l'ancêtre est guéri, et on lui propose de remonter dans la lumière, puisque c'est une âme errante. Et du coup, on fait passer l'âme, elle retourne dans la lumière. Donc, et là, la femme, ma patiente, récupère aussi l'énergie de guérison. La dernière fois, j'avais fait aussi ça, hein. J'ai oublié de vous le dire. Donc, elle récupère cette énergie de guérison qu'elle fait grandir en elle et ainsi de suite. C'est pas le même protocole que pour dans le karmique, évidemment, ni que dans la vie présente, évidemment. Donc, là, eh bien, euh, je- la séance se termine. Elle est choquée parce que quand on va dans les espaces transgénérationnels, c'est quand même c'est assez choquant quand même. Mais elle se sent bien, elle se sent heureuse parce que la personne sent vraiment que l'ancêtre a pu monter. Et on applique sur tous les ascendants et les descendants la guérison. Donc, elle se sent un petit peu une âme de héros, de sauveur, parce que comme quand on libère une âme, on libère les mémoires dans les ascendants et dans nos descendants. Donc, c'est quand même un beau travail qu'on a fait. Et à la fin de la séance, on est vraiment content, à la fois pour soi, pour ses ascendants et ses descendants. Donc, à la fin de la séance, je lui donne une petite tisane, comme je fais toujours dans mon cabinet à Genève, et je lui parle. Je vous jure que c'est vrai. Ça ment pas un truc comme ça. Donc, je lui parle
Et au fur et à mesure que je lui parle, je vois la rosacée sous mes yeux enfin, je veux pas employer un mot trop fort, mais qui s'atténue, on va dire, pour être correct. Et je la regarde vraiment avec des yeux tout ronds. Et je suis connue de mes patients pour avoir vraiment une certaine équanimité. Quoi qu'il traverse, je reste équanime. Et, et là, je perds mon équanimité. Je regarde, je n'en reviens pas. Et je continue un peu à parler. Et après, j'arrête de parler, tellement je suis choquée. Et j'en ai les yeux qui se mettent à briller. Ça, je suis complètement estomaquée. Et du coup, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en rappellerai toute ma vie. Et je dis, bah, va te voir dans le miroir. Et parce qu'il y a la salle de bain à côté. Enfin, voilà, c'est un cabinet avec des toilettes, une salle de bain. Enfin, de quoi se laver les mains et le miroir. Et là, elle est devant le miroir, silence. Silence, on tourne. Et elle reste un bon petit moment dans le miroir. Elle est aussi estomaquée que moi. Elle revient. Elle n'a pas décoincé un mot tout du long. Elle revient. Elle se pose face à moi. Et on se regarde toutes les deux avec les yeux qui brillent de plus en plus. On est complètement estomaqués. Et ça, je dirais, c'est ma plus... J'ai eu des guérisons vraiment spectaculaires, de choses incroyables, mais je les voyais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est après, on me l'a dit à la radio, on me rappelle une patiente qui est... Enfin bon, bref, quoi. Mais des choses assez spectaculaires, mais moi, je les voyais pas. Je sais pas si je me fais comprendre, mais là, j'ai vu. Oh, c'était tellement émouvant. Ouais, voilà. Voilà, mes amis. Voilà ce que sont les mémoires. Ce sont ces empreintes émotionnelles qui nous viennent du passé, de notre propre passé ou du passé de nos lignées que l'on porte avec nous. Et ce sont de vrais freins. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, moi, tout d'un coup, j'étais paralysée. Le monsieur que je vous ai décrit, eh bien, lui, dès qu'il était dans un espace fermé, c'était la panique. Voyez? La dame que je vous ai décrite, dès qu'elle n'avait pas à manger sous la main, c'était l'enfer, en fait. Elle paniquait complètement dès qu'il n'y avait pas à manger à portée de main. Voyez? Et toutes ces choses que l'on porte, ce sont de vrais freins à notre bonheur et à notre évolution intérieure. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je trouve que le développement personnel a tout à fait sa place. Les personnes qui sont sur le chemin spirituel, parfois, et qui sont encore malheureusement pas mal dans leur ego, ont tendance à dire, oui, mais le développement personnel, quelle couillonnade, pardon, ouais, c'est vraiment pas pour nous, enfin bon, bref. Et, ben non, c'est pas vrai, parce que ils en auraient peut-être bien eu besoin, parce que ces mémoires, on les porte tous, et elles nous limitent. Et quand on est sur le chemin spirituel, on monte en énergie, donc elles sont encore plus puissantes. Tout ce qu'on n'est pas allé guérir, eh bien, quand on évolue spirituellement, énergétiquement, c'est encore plus fort. Et cette petite phobie devient encore plus grande, cette petite peur devient encore plus grande, cette croyance limitante devient encore plus verrouillante. Voyez? Et donc, ça fait vraiment partie du cheminement spirituel de aussi aller voir au niveau de ce que l'on porte d'une manière personnelle, puisque de toute façon, tout est un. Nous sommes à la fois cette personnalité, à la fois notre personnalité permanente depuis qu'on est rentré dans le cycle des incarnations terrestres, et à la fois un être avec un grand E, et à la fois la source avec un grand S. Voyez? Donc, ça fait partie, ça fait partie. Voilà, mes amis. Et si vous avez vraiment ce genre de choses, soi-même, c'est très difficile de le faire. Moi-même, j'ai retrouvé des mémoires, mais comme je suis à la fois celle qui fait et celle qui écoute, j'ai pas pu les libérer totalement. J'ai pu le mettre en conscience, mais c'est pas du tout aussi fort que si j'avais quelqu'un de compétent qui me le fasse.
Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé euh, quelqu'un qui fait les protocoles tout entiers. Je n'ai pas beaucoup cherché, vous me direz, hein, mais qui sait agir à tous les niveaux en même temps, j'en ai pas. Donc pour l'instant, je reste avec mes mémoires et bon, mais quand même, j'arrive quand même à les gérer. Ouais, ouais, voilà, avec les différentes techniques que je connais. Et j'ai tout de suite en conscience, ah, c'est une mémoire, qu'est-ce qui se passe là? Allons voir, hein? Et j'essaie toujours d'apporter une guérison, mais c'est pas pareil quand on est dedans et quand on est le guide, vous voyez? Hmm. Voilà, mes amis. Dites-moi si cette vidéo, elle vous a servi, parce que vous me l'avez tellement demandé de parler des mémoires. Là, je viens de vous y consacrer un bon moment, hein. Donc, dites-moi si ça a été utile pour vous. Partagez-nous vos expériences, surtout, surtout. Je fais mes vidéos bénévolement. La seule chose que je vous demande, c'est de soutenir la chaîne, de mettre un pouce, de mettre un commentaire, de partager, pour qu'ensemble nous puissions apporter de la libération, du mieux-être, du mieux-vivre sur la terre. Et si vous avez un élan de générosité, eh bien, une chaîne, j'ai un compte PayPal, donc vous pouvez laisser une donation PayPal si vous le souhaitez. Mais je vous le dis juste à titre indicatif, il n'y a pas d'importance. C'est pas pour ça que je fais les vidéos. C'est vraiment dans une idée sincère d'entraide et de soutien. Moi, je connais ça, je vous aide avec ça. Un autre, eh bien, qui connaît la permaculture, va m'aider avec mon jardin. Voyez? Donc, chacun d'entre nous s'entraide avec les compétences qu'il a. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous souhaite un super dimanche et puis je me réjouis de vous voir la semaine prochaine. Ça sera sans doute avec un message de lumière, donc qui porte une lecture spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Je ne sais pas du tout de quoi il sera question parce que c'est l'imprévu, les messages spirituels. Voilà, mes amis, bon dimanche, à bientôt. Un petit like, un petit je partage ou même beaucoup plus, hein. Et puis un commentaire. Bien, bien le bonjour à ceux qui vous entourent. Namasté et que tout vous soit propice.